Donc, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans cet atelier, qui est animé par la MAX, donc la mission d'appui au développement des clauses sociales, et qui porte donc sur les fondamentaux de l'achat responsable. Donc, l'idée, comme vous avez pu le voir lors de votre inscription, c'est que c'est un cycle de 4 ateliers. Donc, on est là sur le premier. Voilà, donc l'idée, c'est de brasser avec vous la réglementation achat socialement responsable et notamment les dernières évolutions et voir ensuite les différents leviers offerts par le code de la commande publique pour respecter un peu ces objectifs. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, moi, je suis Louise Vidal, je suis chef de projet donc, sur cette mission, la MAX. Et donc, je laisse Erika, je te laisse te présenter. Ah, ton micro. Excusez-moi, je suis Erika Maillot et je suis chargée de mission au sein de la MAX. Merci Erika. Voilà, donc on va animer, toutes les 2 ce premier atelier et sur les autres ateliers, les 3 derniers qui composent, ce cycle, on aura des interventions, notamment de réseaux, qui portent des structures, ESS, insertion handicap, voilà pour, qui nous montrent un peu l'apport que peuvent avoir ces réseaux dans notre démarche, achat socialement responsable et l'aide et l'appui qui peuvent, vous apporter. Donc bien sûr, je vous propose de couper vos micros et de poser vos questions dans le chat, ou de lever la main, voilà, si vous voulez prendre la parole. C'est assez libre. Donc comme vous allez le voir, c'est un niveau assez, débutant. L'idée, c'est vraiment de repartir des fondamentaux, et d'outiller donc les acheteurs publics. Donc, voilà, on espère que ça vous sera utile. Je vous présente donc, pour démarrer, le GIP Maximilien, donc qui porte la mission d'appui au développement des clauses sociales. Donc c'est le service mutualisé d'administration électronique en Île-de-France. Donc nous, on est vraiment sur le périmètre, francilien. Donc j'ai vu dans la liste d'inscription que cet atelier va bien au-delà des frontières, de la région Île-de-France. Et j'en suis très, très heureuse. Mais voilà, nous, on est vraiment sur la région Île-de-France et sur l'accompagnement, des acheteurs franciliens. Voilà, et on a donc 375 membres, donc donneurs d'ordre public qui sont adhérents de notre groupement d'intérêt public. Voilà, et brièvement, on a donc un portail de l'administration numérique avec une plateforme achat, donc un profil acheteur pour les acheteurs publics, et on porte également le réseau francilien des achats responsables. Donc sur les 3 volets du développement durable, pardon, le côté social, donc avec la mission que nous animons avec Erika. On a une autre mission sur la partie environnementale, donc qui porte vraiment sur les achats circulaires et environnementaux, et un accompagnement plus large sur le pilier économique, notamment avec tout ce qu'on fait pour la dématérialisation des achats. L'AMAX, brièvement, nous, notre mission, c'est vraiment de développer les clauses sociales, donc entendues au sens large, hein, c'est ce qu'on va voir, dans l'atelier d'aujourd'hui. Entendues au sens large, donc dans les marchés publics franciliens, on a une part donc de développement, une autre part de comptabilisation, donc via un observatoire, l'idée étant de, voilà, d'accompagner les acheteurs dans le développement des clauses et de pouvoir, rendre compte, en fait, des clauses, de leur impact sur l'emploi. Donc là, on est vraiment sur la clause d'insertion pour cet observatoire-là. Et on a aussi une mission de mobilisation des acteurs, des différentes parties prenantes, un peu d'animation de l'écosystème, voilà, pour essayer d'embarquer tout le monde dans cette dynamique d'achat socialement responsable. Donc voilà quelques mots, d'introduction, de présentation. Je passe tout de suite, au vif du sujet. Donc comme je vous le disais, on va passer, voilà, les évolutions réglementaires. Je laisserai ensuite Erika vous présenter les différents leviers, donc qui sont offerts par le code de la commande publique, et je reviendrai rapidement sur la stratégie achat et le choix, du levier. Voilà, comment on fait en fait, notre idée dans cet atelier, c'est vraiment de vous donner des outils, pour, très concrètement, comment mettre, une disposition sociale, dans vos marchés. Voilà, on va essayer d'être, les plus simples et les plus, concrètes possibles, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, si vous en avez.
Hem, voilà, j'affiche, hop, voilà, les participants. Comme ça, je vois les mains qui se lèvent. Hem, du coup, sur les évolutions réglementaires, donc il y en a eu pas mal récemment. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que, toute disposition sociale, et ça date quand même d'un certain temps, doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique. Et donc quand en fait vous travaillez une disposition sociale, et c'est la même chose pour les dispositions environnementales, il est très important de toujours, cadrer ces dispositions en fait dans les 3 grands principes, que sont la transparence des procédures, donc avec des critères de notation et de pondération qui sont, connus, de tous, une liberté d'accès, donc des critères qui doivent être non discriminants, et une égalité de traitement. L'idée étant bien sûr d'avoir un même niveau d'information pour toutes les entreprises. On peut ajouter donc, récemment, c'est un peu un des apports de la loi climat et résilience, l'atteinte d'objectifs donc de développement durable, et la prise en compte donc des objectifs de développement durable, qui ont été développés par, l'ONU. Ce qu'on peut noter sur, la commande publique aujourd'hui, c'est qu'il y a une pluralité, d'objectifs qui sont poursuivis, ce qui complique, un peu le travail des acheteurs, mais ce qui, je trouve, le rend aussi, voilà, très intéressant. Il y a effectivement, des dimensions, environnementales, une dimension économique de bonne utilisation des deniers publics, une dimension sociale, la commande publique utilisée, comme, soutien, relance de l'activité économique. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent, sur la commande publique, et du coup, l'idée, c'est de vous aider, voilà, à vous emparer de ces leviers-là. Donc la dimension sociale, elle doit être prise, en compte, donc comme, l'ensemble des dimensions, développement durable dès, la définition du besoin. Donc là, je vous apprends rien, c'est, depuis longtemps inscrit dans le code de la commande publique. Donc dès la définition du besoin, on essaie d'inscrire notre achat dans cette démarche de développement durable. On avait aussi bien sûr, la définition dans le code de la commande publique, des fameuses PASER, et donc de l'obligation, d'avoir justement un schéma, dès lors que les achats, le montant des achats annuels est supérieur à 100 millions d'euros hors taxes. Donc, seuil qui, va prochainement, baisser, à 50 millions d'euros hors taxes, élargissant de fait le spectre, des collectivités qui vont être concernées. Donc ça, c'est en attente de mise en œuvre, mais ça devrait se faire, assez prochainement. Heu Dans les apports vraiment, récents, ce qui nous semble, nous, important, c'est vraiment la loi, climat et résilience, donc d'août 2021, et les modifications. Donc il y a eu plusieurs, hein, modifications, dispositions importantes. Mais il y en a, donc c'est surtout dans l'article 35 qui impacte fortement, l'achat. Donc l'obligation de prendre en compte le développement durable dans les spécifications techniques. Donc tout à l'heure, on était vraiment au niveau de la définition du besoin, et là, cette obligation, elle est élargie en fait aux spécifications techniques. Donc le développement durable, il y a les aspects environnementaux bien sûr, mais il y a aussi les aspects, sociaux. On a une obligation de prise en compte, des considérations sociales, dans les conditions d'exécution des marchés formalisés. Donc c'est cette disposition-là, bien sûr, qui nous impacte, fortement. Donc il y a 4 dérogations possibles qui font que, voilà, ça va pas non plus concerner, tous les achats. Mais voilà, il y a quand même une obligation forte, qui pèse sur les acheteurs. En revanche, voilà, pour les achats environnementaux, l'obligation, ne fait, l'objet d'aucune dérogation, que ce soit sur les critères d'attribution ou sur, les conditions d'exécution. Donc dans les 2 cas, il y a une obligation, de mettre en œuvre, un critère, et une condition d'exécution. Donc ça, c'est pour la loi climat et résilience, qui est vraiment celle qui apporte de nouvelles, obligations, et qui renforce en fait, tout ce qui a été fait précédemment.
Et on a également souhaité vous parler de la loi AGEC. Donc bien sûr, cette loi porte sur, davantage sur l'économie circulaire, pardon, et le anti-gaspillage, donc loi du 10 février 2020, notamment son article 58, donc qui oblige les acheteurs à acquérir des biens qui sont issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées, dans les marchés du coup de fourniture, hein, de l'État, des collectivités et de leurs groupements. Là où il y a un vrai lien avec le social, c'est qu'il y a énormément de structures, de l'ESS qui sont sur ces champs-là et que du coup, le lien avec ce tissu économique, avec, ce milieu fournisseur, peut être, voilà, un vrai outil, un réel outil pour répondre aux obligations, de l'article 58, de la loi AGEC. Hem et donc voilà, on pense que c'est important pour vous de vraiment vous saisir de ces outils-là, puisque ça peut vous aider à répondre à ces obligations et on va le voir, c'est notamment le cas du coup du marché réservé. Donc on va pas passer, beaucoup de temps sur cette loi AGEC. Il y a une notice qui est assez bien faite, qu'on pourra vous envoyer à l'issue de l'atelier et qui détaille un peu les différentes techniques d'achat qui permettent du coup de répondre à ces obligations. Mais voilà, il y a un lien évident à faire avec les structures de l'ESS, hem et c'est pour ça qu'on a souhaité vous en parler. Hem donc je vois qu'il y a une question, la loi AGEC concerne-t-elle les hôpitaux? Alors le décret est assez clair, c'est vraiment l'État, les collectivités et leurs groupements. A priori, je dirais que non, puisque ça me semble pas rempli de rentrer dans le champ, mais voilà, à confirmer, mais c'est très clairement explicité, c'est vraiment l'État, les collectivités, et leurs groupements. Heu, on voulait également vous parler des objectifs donc du PNAD qui est sorti, récemment là, dans le courant du mois de mars. Donc c'est le plan national, pour, des achats durables, donc 2022, 2025. Donc il y a 2 objectifs, principaux. C'est d'avoir 100 de contrats de la commande publique avec une disposition, une considération environnementale et 30 de contrats de la commande publique avec une considération, sociale. Donc c'est les objectifs qui sont fixés. Donc le PNAD, il est porté par le ministère de la Transition, écologique, et donc pour, aider les acheteurs en fait à tendre vers ces 2 objectifs qui sont quand même très ambitieux, voilà, le plan est décliné en 22 actions, 2 axes, donc je vous conseille d'aller le consulter. Hem donc le premier axe, c'est vraiment aider les acheteurs à s'emparer des objectifs du PNAD. Donc il y a 7 actions sur le fait d'élaborer, de diffuser, des outils d'accompagner les acheteurs. 3 actions sur la mobilisation des leviers de formation, donc à destination, principalement des acheteurs et on a un deuxième axe, qui vient sur la mobilisation, l'animation, la promotion et le suivi de ce plan. Voilà, donc 4 actions sur le fait d'agir auprès des décideurs, l'animation des réseaux d'acheteurs, 3 actions sur la promotion, des achats durables et 2 actions sur le suivi du plan. Et donc le plan, il est animé par le Commissariat général au développement durable, donc au sein, du ministère de la Transition écologique. Et voilà, donc je vous conseille, d'aller le consulter. On pourra également vous envoyer le lien et vous verrez, à la fin de la présentation, enfin à la fin du support qu'on vous enverra, on a mis, en annexe, des documents envoyés justement par le CGDD, par le ministère et qui expliquent un peu plus en détail, ces 22 actions. Voilà, donc on s'est dit que ça pourrait vous être utile et on l'a intégré du coup à la présentation. Donc voilà pour le PNAD qui fixe vraiment un cap, hein, pour les acheteurs publics et avec des objectifs, comme on l'a dit, assez importants. Autre évolution importante, donc c'est la réforme des CCAG et donc
dans ce qui nous intéresse nous, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dispositions, nouvelles et intéressantes, mais nous, c'est vraiment la prise en compte, en fait, du développement durable dans, ces nouveaux, documents. Hem et donc il y a 2 dimensions, hein. Il y a la dimension environnementale et la dimension, vraiment clause d'insertion pour le coup, qui est voilà, qui se limite à la clause d'insertion. Donc on vous a mis les articles, à chaque fois dans chacun des CCAG. Donc pour la clause environnementale, c'est vraiment juste une indication de prise en compte et tout le détail de la clause est indiqué dans les documents particuliers, dans les pièces particulières. En revanche, pour la clause d'insertion, donc on verra en détail, hein, tout ce que ça recoupe, mais la clause donc des CCAG décrit plusieurs éléments, donc de cadrage, comme les publics éligibles, le principe de globalisation des heures, les difficultés d'exécution, les pénalités. Et il y a d'autres et la clause donc des CCAG prévoit que d'autres éléments devront être précisés dans les pièces particulières et c'est notamment le cas du volume d'insertion, donc le volume d'heures qu'on demande au titulaire, les coordonnées du facilitateur, voilà. Mais c'est une évolution qui est importante puisqu'elle fait quand même entrer, le développement durable, la dimension, environnementale et la dimension sociale dans, les CCAG, donc dans ces documents de référence. Hem, voilà et donc bien sûr, dans vos marchés, vous pouvez, facilement vous y référer, et bien sûr, noter les articles, comme d'habitude, qui font exception au CCAG, voilà, de manière assez classique. Mais voilà, c'est une vraie avancée. Ça encadre, pour la clause sociale, pour la clause d'insertion, ça encadre vraiment, cette clause, ce dispositif-là, et ça sécurise quand même beaucoup, il me semble, les acheteurs dans l'utilisation et le maniement de ce dispositif. Hem, voilà, donc ça c'était pour les CCAG et donc brièvement, je passe sur les différents leviers puisque je vais laisser Erika, développer ce point-là. Mais, il peut y avoir, c'est ce qu'on va voir, la prise en compte, du coup de la dimension sociale, il y a plusieurs leviers, plusieurs outils. Ça peut être dans les caractéristiques, les exigences du contrat. Donc là, on sera plutôt sur l'aspect clause de la dimension sociale. Ça peut être dans les conditions d'accès. Là, on sera, sur la réservation, de marché. Donc on va détailler tout ça. Dans les conditions d'attribution, donc là, on sera davantage sur le critère et on n'a pas développé ici, mais ce sera, je pense, développé dans le 4e atelier, c'est, la présentation de variantes, sociales. Donc voilà pour vous brasser un peu l'étendue des leviers et maintenant je vais laisser la parole à Erika, qui va rentrer un peu plus en détail, voilà, dans chacun des leviers et vous indiquer de manière, opérationnelle comment les mettre, dans vos marchés. Et oui, bien sûr, on vous envoie le support à l'issue de l'atelier et l'enregistrement puisque, voilà, j'ai dit au début, mais tout le monde n'était peut-être pas là. L'atelier est enregistré et sera mis en ligne, voilà, donc vous pourrez tout récupérer ensuite. Voilà, bah, Erika, je te laisse la parole. Ah, ton micro est Bonjour rebonjour, à tous et à ceux qui sont arrivés. Donc, je vais vous présenter moi les 4 leviers, de juridiques, qui sont offerts par la commande publique, dans le cadre de l'achat socialement responsable. Juste Louise, tu passes les slides? Comment tu Voilà, donc 4, je vais vous présenter 4 leviers de la commande publique, hein, puisque, la commande publique porte, non seulement enfin globalement, la politique publique, de l'État, globalement, que ce soit sur l'achat responsable ou sur les politiques publiques, de l'emploi plus généralement. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, le marché réservé, qui est un marché donc, qui est limité à un
certain type de structure. Donc c'est un marché en fait, je dirais entre guillemets «classique», hein, où il y a, qui reprend, bah, les éléments classiques d'un marché public avec, des clauses, des critères, classiques, des conditions d'exécution classiques, qui à l'exception que l'objet du marché, est réservé à des structures, qui sont je dirais 3 grandes il y a 3 grandes familles, de structures qui peuvent répondre à un marché réservé. Alors il y a tout d'abord, ben, le grand champ du handicap, qui recouvre, 4 types de structures, donc les entreprises adaptées, qui appartiennent au secteur ordinaire, les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, qui eux relèvent du champ, médico-social, et puis 2 structures, nouvelles qu'on pourrait appeler de structures, qualifiées de structures équivalentes, qui sont les entreprises adaptées de travail temporaire et les travailleurs, indépendants, handicapés. Ce sont 2 structures, qui sont assez récentes. Ensuite, le deuxième gros bloc de structures qui peuvent répondre à un marché réservé, c'est tout le champ, de l'insertion par l'activité économique, donc les SIAE. Et donc qui sont les ateliers chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire, les associations, intermédiaires. Et puis la troisième grande catégorie, ce sont les structures de l'économie sociale et solidaire, donc qui finalement donc voilà, regroupent les structures du handicap et de l'insertion par l'activité économique, mais qui, voilà, ont un spectre un petit peu plus néanmoins un petit peu plus large, et qui peuvent ne pas être forcément, des entreprises de l'insertion par l'activité économique ou du handicap, qui sont la plupart du temps sous forme, coopérative, qui ont des formes juridiques, bien spécifiques. Donc les spécificités donc, concernent notamment, mais ce qui a été fixé par la loi ASAP, en décembre 2020, puisque jusqu'à cette loi, l'acheteur devait réserver le marché soit à une structure du handicap, soit à une structure de l'insertion par l'activité économique. Maintenant, il y a la possibilité que l'acheteur réserve un seul et même marché à ces 2 types de structures. Donc il faut spécifier quand, dans le règlement de consultation que le marché, il ne le réserve pas à un des deux secteurs, mais aux 2 secteurs. Hem, une des spécificités qui peut être intéressante pour l'acheteur, c'est quand l'acheteur passe un achat auprès du secteur du handicap, il bénéficie de la déduction au titre de son obligation, d'emploi de personnes en situation de handicap. Donc depuis, hein, la dernière loi sur le handicap de fin 2018, il y a plus de conversion en unité bénéficiaire lorsque, l'acheteur, passe, ce type de marché, mais ce qu'il achète va venir en déduction de sa contribution. Et puis voilà, la limite des marchés, réservés à l'économie sociale et solidaire, c'est que ces marchés ne peuvent être passés que dans 3 domaines, hein, la santé, les services sociaux ou culturels, que la durée du marché est de 3 ans maximum, et que le titulaire, du marché ne doit pas avoir été attributaire, du même marché dans les 3 années précédentes. Mmh et c'est vrai, voilà, c'est vraiment la spécificité des marchés réservés à l'ESS et qui fait, hein, Erika, que c'est assez difficile finalement Mmh. de faire un marché réservé ESS, on a peu d'exemples, nous, on essaie d'un peu de faire une veille sur ces marchés-là et il y a peu d'exemples d'acheteurs qui en font parce que, voilà, parce qu'il y a ces restrictions, qui sont fortes. Mais pour autant, voilà, c'est un levier qui existe et qui peut être très intéressant d'un point de vue achat, quand les conditions sont réunies. Hop, je passe. Alors ensuite, il y a donc je vous disais 4 leviers. Donc le 2e levier, qui est peut-être un petit peu moins, pratiqué, mais néanmoins voilà, qui existe, hein, dans le code de la commande publique, qui est le marché d'insertion et de qualification. Donc la spécificité de ce marché, c'est que l'objet du marché, c'est l'insertion.
Et le support, à cet objectif d'insertion, c'est la prestation qui va être demandée. Donc, bah, l voilà, ça va quand même être des marchés, de taille assez modeste, de type, nettoyage, des ça peut être des petits lots, je pense à des lots, peuvent être des lots de travaux, notamment de peinture. Donc l'objet, c'est l'insertion. Le support à l'insertion, bah, ça va être l'objet du marché. Et le critère, principal qui va être retenu, c'est la qualité de l'insertion. Donc, par exemple, bah, l'accompagnement des publics qui sont, dans l'atelier chantier d'insertion, par le biais notamment, de la formation qui va être délivrée pour faire, bah, voilà, préparer ces personnes, à la sortie, à l'emploi ordinaire. Donc c'est des marchés qui sont quand même, assez, voilà, assez spécifiques et qui sont, plutôt, voilà, qui sont moins utilisés que d'autres leviers, d'achat socialement, responsable. Mais qui sont néanmoins, prévus, à l'article R 2123-1, du code de la commande publique. Donc la plupart du temps, ce sont des voilà, ce sont des marchés qui ont pour objet, les services sociaux. Donc ces marchés bénéficient donc, en raison de leur objet d'une procédure adaptée, hein, et non pas, en raison de leur montant. Ils sont, voilà, ils peuvent être, passés, sous la forme de procédures adaptées. Donc ça, la procédure adaptée, voilà, est connue des acheteurs, mais on préférait vous le repréciser. Ensuite, le 3e levier qui est peut-être le voilà le plus connu, des acheteurs, c'est la clause d'exécution. Donc c'est de mettre un volet social, dans le marché qui est publié. Cette, clause d'exécution, elle est une obligation, pour toute entreprise qui va répondre au marché. Donc, cet aspect social, hein, qui est inclus dans le marché, donc, voilà, pour faire simple, bah, l'acheteur public, publie un marché et en contrepartie, il va demander à l'entreprise, privée qui va répondre, bah, d'avoir un engagement, dans un domaine social que l'acheteur lui-même va définir. Donc ça peut être alors souvent le plus connu, c'est l'insertion des publics éloignés de l'emploi par le biais de la clause sociale, hein. Je reviendrai bien évidemment en détail sur la clause sociale, mais c'est la clause sociale qui est souvent le plus connue, donc l'insertion des publics éloignés de l'emploi, mais ça peut être également une clause sur l'égalité, professionnelle, égalité femmes-hommes. Ça peut être plus globalement sur la diversité. Ça peut concerner la lutte contre le travail dissimulé en lien avec certains secteurs d'activité, segments d'achat. Ça peut être, l'intégration de jeunes, décrocheurs du système, scolaire, hein, la fameuse clause de formation, sous statut scolaire. Donc voilà, c'est le panel est quand même, assez large pour l'acheteur. Donc maintenant je vais revenir, voilà, sur la voilà, clause d'insertion qui doit être que vous devez connaître, hein, puisque, voilà, elle a commencé la clause d'insertion, elle date maintenant, elle a plus de 30 ans, hein. Elle est apparue, dans les années 90, donc dans un cadre de fort taux de chômage et puis petit à petit, voilà, elle a pris une dimension, juridique, hein, pour être inscrite, dans, bah, le code des marchés publics et maintenant a été reprise dans le code de la commande publique. Et donc elle est prévue à différents articles, hein, du code de la commande publique, article L 2112-2 à L 2112-4 et puis L 3114-2 et 3 du code de la commande publique. Donc cette, ce dans le cadre de cette clause, on va demander à l'entreprise, ben, de réaliser, d'intégrer des publics éloignés de l'emploi, par le biais, ben, d'heures de travail qui vont être, volume d'heures de travail qui va être réservé dans le marché. Donc, ben, dans cet article, on va demander à l'entreprise soit, ben, un volume d'heures qui va déjà être défini,
Ça peut être, un volume d'heures assez faible. Alors généralement, voilà, ce qui est quand même préconisé, c'est qu'il y ait au moins 2 mois de travail, hein, pour remettre à l'emploi des publics qui en sont éloignés. Mais ça peut alors voilà, ce qu'on appelle une clause en valeur absolue, mais ça peut être également une clause en valeur relative quand, voilà, on est sur des bons de commande et voilà, on va dire, ben, ça va être 1 heure pour tant de commandes, passées. Donc soit en valeur absolue, soit en valeur, relative. Cette clause peut être, définie. Alors comme vous le disiez Louise, maintenant il y a des elle est, déjà il y a une pré-rédaction de la clause, hein, dans les nouveaux, CCAG, notamment qui, dans les CCAG, les publics vont être définis, hein, parce que quand on parle de publics éloignés de l'emploi, c'est assez large donc effectivement il y a les publics, les demandeurs d'emploi, longue durée, mais ça peut être également, des personnes en situation de handicap, des jeunes qui sont, sans qualification, notamment accompagnés par les missions locales. Ça peut être les demandeurs d'emploi seniors, hein, donc plus de 50 ans. Voilà, c'est les principales, enfin, les grandes catégories, de publics éloignés de l'emploi. Alors bien évidemment, les publics aussi qui sont accompagnés par les plans locaux, pour l'insertion, et l'emploi, hein, les PLI. Et puis après, il peut y avoir, voilà, des publics, qui sont, je dirais, validés par, alors vous devez connaître aussi le facilitateur, donc qui peuvent être, voilà, quand votre marché est accompagné, sur la partie clause par un facilitateur, bah, le facilitateur, lui, peut également, valider, bien évidemment, sous réserve que vous l'ayez, accepté, mais d'autres publics, hein, parce que la clause, elle est très, très liée aussi, au territoire. Donc parfois sur, des territoires, mais il y a un public qu'on ne va pas retrouver sur d'autres publics, mais néanmoins, ça va être des publics qui sont, éloignés de l'emploi. Hem, donc ça, c'était sur les publics qui sont éligibles. Et ensuite, donc sur les modalités, hein, d'exécution de la clause d'insertion. Donc l'entreprise, elle a alors tout ça, c'est prévu, hein, dans la clause. Elle a 3 moyens pour réaliser son obligation. Soit elle passe par du recrutement direct, donc du CDD, du CDI classique. Ça peut être aussi, de l'alternance, donc contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Mais ça peut être aussi, par le biais de mise à disposition de salariés, donc ce qu'on appelle le recrutement indirect, donc principalement par, le recours, à l'entreprise, de travail temporaire, soit classique, soit d'insertion. Et ça peut être également par le biais de la sous-traitance ou de la co-traitance, donc à une SIAE ou, à une entreprise, adaptée. Donc là, en fait, l'entreprise, alors si c'est de la sous-traitance, il peut y avoir, demande, vous acheteurs, d'un DC4, à l'entreprise titulaire. En tout état de cause, l'entreprise là, elle a vraiment, c'est son choix. Autant pour les publics, il faut que le public il soit validé par le facilitateur, autant sur la modalité, c'est l'entreprise, qui choisit la modalité qu'elle souhaitera mettre en œuvre pour, dans le cadre de son obligation. Et juste, pour compléter, c'est vrai que ce sera l'objet de l'atelier de demain, hein, sur le rôle du facilitateur, donc on rentre pas trop en détail. Mais je ne sais pas si vous avez déjà tous pris contact avec, le facilitateur de votre territoire, mais si c'est pas le cas, vraiment faites-le parce que c'est vraiment des voilà, des aides dans la mise en œuvre de surtout de la clause d'insertion, mais aussi des autres leviers. Donc si vous êtes un acheteur francilien, vous pouvez facilement vous appuyer sur nous, hein, sur la Max pour qu'on vous mette en relation avec le facilitateur de votre territoire et sinon, en dehors de l'Île-de-France, vous avez l'annuaire AVE, Alliance Ville Emploi, qui peut vous aider, voilà, à trouver le facilitateur, je dirais qui est le plus proche de chez vous, voilà, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos dispositions sociales et voilà, si vous voulez en savoir plus sur les facilitateurs, il faut, venir à l'atelier de demain. Oui, c'est très important puisque, voilà, souvent les entreprises, enfin vous acheteurs, vous voilà, vous avez besoin d'être accompagnés. Puis l'entreprise, une fois qu'elle est titulaire du marché, c'est vrai que ces questions, c'est: «Mais où je vais trouver le public? Où je vais trouver les structures?» Donc voilà, le facilitateur est vraiment très précieux pour, voilà, pour accompagner, tout au long de la mise en œuvre de la clause sociale dans le marché. Alors
Juste parce qu'après il y a le côté, voilà, c'était le côté un peu théorique, après le côté, pratique. C'est vrai que la clause sociale, elle est souvent peu, pratiquée dans le cadre de marchés de fourniture, hein. Pourquoi? Puisque dans les marchés de fourniture, en fait, c'est des marchés qui génèrent peu de main-d'œuvre. Donc, voilà, si on met des heures, bah, l'entreprise est un petit peu en difficulté, pour mettre en œuvre son obligation puisqu'elle va faire de l'achat de produits, de matières, déjà terminées. En tout état de cause, bah, il n'y a pas de segments d'achat, hein, qui sont exclus de la clause. Alors, comme je vous disais, dans les années 90, quand la clause est née, ça a été beaucoup dans les marchés de travaux. Alors, on la retrouve encore beaucoup, la clause, dans les marchés de travaux, dans des marchés classiques, de nettoyage, d'espaces verts, mais pas que, hein. Il y a, on peut trouver de la clause également dans le segment prestations intellectuelles, hein, qui est un segment, je dirais assez large. Donc qui peut comprendre le secteur de l'informatique, mais également, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il peut y avoir des marchés dans des marchés de crèches, dans des marchés de restauration collective, enfin tout ce qui est marché de services. Dans tout état de cause, que ce soit dans les marchés de services, dans les marchés de travaux, il peut y avoir de la clause sociale. Alors après, pour faire le lien avec le facilitateur, c'est à voir avec le facilitateur effectivement, fonction du territoire, si de mettre une clause dans ce type de marché, c'est bien adapté. Est-ce qu'il y aura des structures de l'insertion pour, voilà, je dirais pour, avoir le public, hein, qui sera, mis en emploi? Ou est-ce que directement, voilà, les prescripteurs de l'emploi, le service public de l'emploi aura le vivier de public, qui pourra réaliser, l'obligation, pour le compte de l'entreprise? Voilà, donc ça c'est le 3e point qui est important, c'est, voilà, dans la théorie, effectivement, la clause reste la clause. On peut faire du copier-coller. Néanmoins, c'est quand même préférable d'étudier, de prendre en compte les caractéristiques, du bassin d'emploi, et les contraintes spécifiques, du marché. Et à partir de ces 2 données, c'est d'ajuster, le taux d'effort. Ce qu'on appelle le taux d'effort, en règle générale, il y a, ce qu'on appelle, on réserve 5 des heures, du marché, à l'effort d'insertion. Après, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins en fonction, du public, qui va être sur le territoire. Sur certains territoires, on sait très bien que voilà, il y a des demandeurs d'emploi, entre guillemets, d'un niveau de qualification, assez élevé parce que ce sont des personnes qui sont formées, mais dans des secteurs d'activité qui malheureusement, ne sont pas porteurs d'emploi. Alors, je pense par exemple des gens qui vont faire des formations très élevées dans le domaine scientifique, mais qui finalement, ont des difficultés ensuite pour se positionner sur le marché du travail, ou des gens qui vont faire, voilà, des études plutôt littéraires. Alors, il va y avoir des gens de niveau bac+5, en demandeurs d'emploi, voire malheureusement, bénéficiaires du RSA, mais qui ne pourront pas, trouver un emploi. Donc là, effectivement, on va être sur des gens, hautement, qualifiés, et que les entreprises pourront, ben, positionner sur leur marché moyennant de la formation. Voilà, puisque ce sont des gens qui sont déjà formés et qui voilà, pour eux, la formation est un peu plus simple. Alors, mon discours n'est pas très politiquement correct, parce que voilà, la clause d'insertion, s'adresse quand même à des publics, voilà, de bas niveau de qualification, mais voilà. Par là, je voulais dire que on peut mettre de la clause sur, des marchés, de prestations intellectuelles avec un niveau d'exigence élevé des entreprises, et aussi des marchés, voilà, qui vont demander des niveaux de qualification, en tout cas dans un premier temps moindres, mais qui permettront à des publics éloignés de l'emploi, ben, de se remettre, le pied à l'étrier en termes d'emploi, pour petit à petit, ben, évaluer dans leur poste. Donc c'est vraiment voilà, c'est le champ des possibles est présent, par le biais de la clause d'insertion. Et c'est Il vrai. faut pas se freiner, voilà. Il faut se faire accompagner, je pense. Oui, c'est ça, Erika. C'est vrai que c'est vraiment, tu l'as très bien dit, c'est vraiment le facilitateur qui connaît en fait, les publics, qui sont présents sur son bassin d'emploi, qui connaît les contraintes, achat, marché des acheteurs, et qui du coup peut vraiment faire Ouais, ce lien, et voilà, et mettre un nombre d'heures, donc ce dont parlait Erika, un taux d'effort et du coup un nombre d'heures d'insertion qui soit adapté, qui mettent pas en difficulté l'entreprise, attributaire, et qui du coup, bah, mettent pas en péril
l'exécution du marché parce que le risque est là. C'est si on met un objectif d'insertion qui est trop élevé, voilà, c'est que l'entreprise, elle n'arrive pas à exécuter, elle n'arrive pas à faire les heures d'insertion qui lui sont demandées et après ça complique, nécessairement, l'exécution. Il y a des pénalités qui peuvent être appliquées puisque c'est aussi des choses qui sont à prévoir, mais c'est aussi des choses que vous aide, à prévoir, le facilitateur. Donc c'est je pense vraiment important de s'appuyer sur eux effectivement, puisqu'ils ont voilà cette fine connaissance aussi des contraintes spécifiques, du marché, mais c'est un peu les contraintes spécifiques, métiers quand il faut des habilitations pour certains métiers, pour certains secteurs, quand, il y a du travail de nuit, quand, voilà, c'est toutes ces choses-là, que le facilitateur prendra en compte, dans son calibrage, hein. C'est ce qu'on appelle, la phase de détermination et de calcul du nombre d'heures d'insertion et du coup, c'est assez important effectivement de s'appuyer sur eux. Voilà, c'est vraiment pas de mettre une clause pour enfin, voilà, on sait que vous avez, vous, acheteurs, aussi des obligations en termes d'achat responsable, mais pas mettre une clause pour mettre une clause, mais vraiment qu'il y ait un travail en amont avec le facilitateur, d'analyse en fait, de vos marchés, de savoir si voilà, il vaut mieux aller vers un marché réservé ou une clause d'insertion, mais vraiment le faire en connaissance de cause et que voilà, ne pas mettre en voilà, ne mettre en difficulté personne et que, ce soit vraiment du donnant-donnant, aussi bien pour vous acheteurs que pour l'entreprise, que bien évidemment pour les publics et que voilà, pour les structures aussi, du territoire, le service public, de l'emploi, mais les structures d'insertion, enfin, pour que cette clause profite, finalement à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou des retours d'expérience, des choses, des difficultés que vous avez pu rencontrer sur ces leviers ou des choses que vous n'avez pas osé faire justement parce que vous vous sentiez pas suffisamment solide? Ou pas? Bon, bah, Erika, je te laisse poursuivre et je passe. Hop. Alors le 4e levier, c'est, le critère d'attribution qui est également une possibilité voilà, réservée à l'acheteur d'évaluer une entreprise, au-delà, du critère de prix, de la valeur technique, mais également sur, le volet social. Donc, on vous a remis voilà l'article L 2152, 7 qui rappelle que, bon, le marché est attribué aux soumissionnaires ou le cas échéant aux soumissionnaires au pluriel qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Et après il y a voilà, une précision, quant, voilà, aux critères retenus donc que vous connaissez, très bien, donc c'est soit le critère, voilà, un critère unique, soit une pluralité, excusez-moi, de critères, qui peuvent aller, au-delà, du critère, du prix et de la valeur technique et qui peut prendre, voilà, des critères qui, comprennent des aspects, environnementaux, ou sociaux. Et juste, en complément, hein, là où ce à quoi il faut bien faire attention quand on est sur les critères, développement durable, c'est bien sûr que ce soit toujours lié à l'objet du marché, à l'exécution des prestations, et pas, sur la politique générale de l'entreprise, donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose, une tendance qu'on peut avoir facilement, de vouloir évaluer plus largement, les opérateurs économiques sur ce qu'ils font. Mais il faut toujours, bien sûr garder, voilà ce lien à l'objet du marché ou à l'exécution, des prestations, aux conditions d'exécution, très important. Alors voilà, c'est pour ça que généralement, c'est pas le critère d'attribution tout seul. Si tu peux passer à la slide suivante, oui. Voilà, généralement, on combine un critère d'exécution, ça, il y a vraiment, voilà, le lien avec, le marché, avec le critère d'attribution. C'est-à-dire qu'il va y avoir on va mettre, voilà, vous allez mettre une clause, «d'exécution» entre guillemets, une condition d'exécution classique et donc,
Voilà, vous allez demander à l'entreprise, ben, une réalisation, une qualité de la réalisation, des heures, qui auront été mises au marché. Donc je ne sais pas, bah, clause avec 10 000 heures et après, le soumissionnaire, il va être, évalué sur, un critère de performance sociale. Donc non seulement il y aura alors après généralement, il faut que ce critère, voilà, le pourcentage, il soit quand même assez, je dirais, discriminant, sinon il a pas de valeur donc il doit être quand même compris, hein. Tu me corriges Louise, mais je dirais quand même dans les 10 de la valeur, de la notation, du titulaire. Oui, tout à fait. Alors L'idée, c'est quand même qu'il ait un mmh, certain poids, dans la notation, sinon effectivement ça sert pas à grand chose. Un critère à 2 c'est pas très impactant, et puis ça envoie pas forcément un bon signal aux opérateurs économiques, sur, l'attention que vous portez à ce critère et à ces questions-là, quoi. donc voilà, ce qui est important, c'est que ce critère, il doit être, précis, il doit être objectif et il doit être lié à l'objet du marché. Parce que bon, si voilà, on se projette toujours dans le contentieux, voilà, si, voilà, il y a un contentieux, bah, il faut que le juge puisse, voilà, apprécier, tous ces critères. Si on est sur quelque chose, bah, la politique, générale, la politique RSE générale de l'entreprise, bah, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ça veut dire plus il y a de la discrimination parce qu'une petite entreprise, elle a pas forcément de politique RSE. Ensuite, il faut que le critère, il porte sur des points, très précis, voilà et sur des choses, voilà, objectivables qu'on puisse mesurer puisqu'il va y avoir, en fait, une grille de notation. Donc voilà, si on demande à l'entreprise, ben, voilà, généralement, il y a le volume d'heures et puis après comment l'entreprise, la qualité, pour réaliser ses heures. Alors généralement, il y a la formation, qui voilà, comment l'entreprise va former, les publics, le tutorat également qui est, quelque chose, qui est pris en compte. Et puis ensuite, voilà, il y a un critère aussi, d'embauche, hein, souvent, qualité de l'embauche, donc la durée de soit du CDD longue durée, soit, voilà, une embauche à l'issue en CDI. Donc en fait, voilà, dans le règlement de consultation, il est précisé qu'il y a, ce critère d'attribution. Ensuite, bon, dans le CCAP, vous mettez les heures et puis, ben, vous joignez au marché, la voilà, le questionnaire. Ensuite, il y a une grille d'évaluation, alors de notation comme pour, la valeur, voilà, la valeur technique. Et donc, des exemples de critères qui peuvent être donnés, donc comme je vous le disais, alors ce qui peut se faire alors, il y a la formation, le tutorat, donc l'encadrement des personnes qui vont être, embauchées dans le cadre de la clause. Ce qui se fait aussi, c'est que, vous pouvez mettre, un volume d'heures, je dirais, peut-être pas trop élevé et demander à l'entreprise, ben, l'effort supplémentaire qu'elle va faire, en termes d'heures d'insertion. Voilà, dire: «Bah, voilà, vous proposez, combien, de plus?» Je ne sais pas si dans le marché vous mettez, 1 000 heures, 2 000 heures, bah, après, vous pouvez demander l'effort, d'insertion, ce qu'on appelle le volume horaire supplémentaire que l'entreprise, attributaire, voilà, propose et ensuite, bon voilà, puis demander en termes de formation ce qu'elle prévoit et en termes de tutorat, ce qu'elle prévoit. Donc alors en termes de tutorat, par exemple, ça va être, ben, le nombre d'heures qui va être, consacré au tutorat. En fait, c'est vraiment au niveau de la grille d'évaluation, que vous allez prendre, c'est vraiment des choses, enfin très, très factuelles, hein, donc le nombre d'heures supplémentaires, bah, ça c'est des chiffres, hein, donc c'est concret. Le type de formation, ben, voilà, ça va être, ouais, du contrat, soit le volume d'heures de formation que l'entreprise, est prête à dispenser ou alors, voilà, si c'est du ça peut être de l'alternance, du contrat pro ou du contrat d'apprentissage. Puis après en termes de tutorat, ça peut être, voilà, le nombre d'heures, que le tuteur, va, dispenser, dans le cadre du marché. Donc tout ça après, bah, il y a un suivi, hein, parce que, ben, vous pouvez mettre également alors vous mettez des pénalités si l'entreprise, dans le cadre de la condition d'exécution classique, l'entreprise, elle avait, 5 000 heures d'insertion à faire. Bah, si elle fait pas ces 5 000 heures, les heures qu'elle n'aura pas faites, voilà.
il y a des pénalités qui sont prévues. Appliquées ou pas, c'est autre chose, donc là, c'est prévu au marché. Bien, l'entreprise, quand vous avez mis un critère d'attribution et qu'elle a été retenue sur ce critère, au même titre que, le prix et la valeur technique, vous pouvez mettre aussi des pénalités si elle ne respecte pas ses objectifs. Donc il y a, double type de pénalité. Voilà, donc c'était des montages un petit peu plus, je dirais, voilà, un petit peu plus lourd que, la condition, je dirais la condition d'exécution, classique. Mais c'est une possibilité qui s'offre, voilà, qui s'offre à l'acheteur. Là, on est plus sur, voilà, l'acheteur va aller plus sur le côté qualitatif. Vraiment, là, on va, dans un cran plus haut en termes d'emploi, voilà, de remise à l'emploi des publics qui en sont éloignés. Et c'est vrai qu'Erika a un critère, du coup, ça fait quand même un peu plus peur, tu l'as dit avec, un risque de contentieux qui est quand Ouais, même plus élevé. Du coup, c'est quand même plus difficile à manier. Est-ce que du coup les facilitateurs, ils peuvent venir en appui justement aussi des critères pour, complètement. Oui, 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 le facilitateur peut accompagner l'acheteur sur, aussi bien le questionnaire qui sera joint, au CCAP, que la grille, enfin, la grille de notation et même, voilà, accompagner l'acheteur sur la notation. Non, c'est tout à fait possible. Mais là, on va vraiment sur un niveau, un cran plus haut en termes de qualité. Faut peut-être voilà, déjà avoir, être passé par, voilà, peut-être avoir un petit peu de maturité en termes de conditions d'exécution avant de passer tout de suite aux critères d'attribution. OK, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur, on a fait le tour du coup là des 4 leviers, offerts par, le code de la commande publique. Hem Est-ce qu'il y a des questions sur leur mise en œuvre, sur, des exemples de marchés que vous auriez et où vous cherchez justement comment intégrer une dimension sociale? En tout cas, Allô? n'hési oui, Pardon. Estelle Favre de l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Moi, j'ai une question que j'avais déjà posée, lors d'une formation précédente. Je ne sais pas si, vous avez pu, Louise, avancer là-dessus. Nous, on a des marchés, enfin des accords cadres à bon de commande, qui sont, sur plusieurs territoires. Alors ils sont déjà lotis à la base, ça peut être, la voirie réseau ou, l'entretien. Nous, on a une difficulté justement, on l'abordera peut-être demain avec les facilitateurs, mais voilà, pour identifier euh, un facilitateur ou enfin, pour mettre en place ces clauses en amont déjà. et c'est vrai que du coup, on en avait effectivement discuté précédemment et la difficulté, hein, on est d'accord, tient au fait que l'allotissement, du coup des marchés n'est pas forcément celui, des facilitateurs. C'est ça, oui. En fait, on a loti déjà géographiquement pour certains accords cadres, mais du coup, on peut se retrouver sur plusieurs départements. Il y avait cette première difficulté par rapport aux facilitateurs et la seconde, c'était voilà, pour les accords cadres avec des mini-maxi, comment fixer, enfin, comment avoir un taux d'effort raisonnable ou voilà, ça, c'est aussi une autre difficulté. Après, oui, ça peut être des marchés qui sont, il y a pas un nombre d'heures forcément, défini en valeur absolue. Alors, ce qu'on a fait, mais bon, ça marche plus ou moins, c'est de fixer par tranche de commande. On va dire Oui, voilà, pour 20 000 euros de commande, exactement. on aimerait tant d'heures d'insertion. Tout à fait, Voilà. c'est en valeur Après, relative. ouais, donc ça, c'est ça. Mais après, je pense qu'on en a peut-être, ouais, j'empiète sur demain et on l'évoquera demain, mais c'est vrai que c'est plus lié justement à cette absence de facilitateur, enfin, bien dédié. On a d'autres marchés où on est juste sur un territoire, donc là, c'est beaucoup plus simple en fait. On a un facilitateur, il intervient, il nous aide en amont. Et pendant l'exécution. Mais quand il n'y a pas de facilitateur dédié, du coup, après, c'est beaucoup plus dur pour nous d'avoir les documents enfin, et d'avoir un suivi derrière. Mmh.
Mais c'est vrai qu'on pourra en rediscuter effectivement parce que c'est tout l'objet, nous, de la structuration. Donc là, c'est vraiment une parenthèse Ouais. pour les acheteurs franciliens. Mais effectivement, nous, c'est ce sur quoi on travaille pour pouvoir faciliter la mise en œuvre des clauses, notamment pour les donneurs d'ordre régionaux, hein, comme vous, qui interviennent effectivement sur plusieurs départements franciliens et forcément dont l'allotissement correspond pas voilà, à Non. cette organisation-là. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose sur quoi on travaille et c'est bien l'idée d'harmoniser pour que ce soit plus simple pour vous et que vous ayez qu'une seule rédaction avec un facilitateur identifié pour chacun de vos lots. Donc, il faut qu'on se repenche là-dessus effectivement pour trouver une solution parce que je pense que ça concerne pas mal de vos marchés. C'est ça, c'est ce qu'on s'était Oui, c'est dit. ça, oui, oui. Et puis en plus, voilà, on trouve ça dommage du coup de ne pas les closer parce qu'après, on est limité derrière. Mais si on avait un facilitateur identifié, ça serait plus fluide et plus simple pour nous. Tout à fait, mais on en rediscutera parce que ce qu'on a fait effectivement sur certains, pour certains marchés, c'est qu'il y a quand il y a un territoire sur lequel il y a la majorité des heures, bah, c'est ce facilitateur-là qui suit pour, voilà, même pour les territoires, pour les autres territoires où il y aurait un facilitateur, mais du coup, vu qu'il occupe la majorité des heures, bah, il suit. Pareil dans les zones, ce qu'on appelle les zones blanches, hein, on en reparlera demain, mais c'est les zones sur lesquelles il y a pas de facilitateur. Bah, là, c'est un facilitateur, de proximité qui peut prendre aussi qui peut couvrir cette zone-là. Donc je pense qu'on pourra travailler comme ça pour, bien mailler le territoire. Mais effectivement, il faudra qu'on en rediscute, ouais, pour voir comment on fait. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retours d'expérience justement sur la clause, sur la réservation de marché? Donc, comme on en a parlé rapidement, l'atelier de demain, effectivement, porte sur le rôle du facilitateur et sa fonction, et notamment sa fonction, voilà, pour vous appuyer en tant qu'acheteur. Et on a un autre atelier la semaine prochaine qui porte, lui, sur la réservation de marché, où on fait donc intervenir deux réseaux qui sont partenaires de la MAX. Le Graphi et l'UNEA, donc sur la partie handicap, donc le Graphi sur la partie insertion, l'UNEA sur la partie handicap, et donc qui vous donneront également des clés pour la réservation des marchés. Mais je ne sais pas si dès à présent, il y a des questions, des remarques. Excusez-moi, j'avais juste une autre question, toujours restée Oui. avec l'ordre. Au départ de votre présentation, vous avez présenté la loi climat et la loi AGEC. Sur la loi AGEC, entre parenthèses, vous avez mis hors établissement public sur un des premiers slides. Ouais. C'est pas, par exemple, nous qui sommes un établissement public, on ne serait pas concernés? Non, a priori, le décret est vraiment très très clair. C'est en tout cas parce qu'il y a la loi AGEC et puis il y a cet article 58 donc qui est assez spécifique. Et le décret est très très clair. C'est l'État, les collectivités et leurs groupements. D'accord. Donc voilà, le périmètre ne va a priori pas au-delà pour l'instant, en tout cas, parce qu'il y a une réévaluation, enfin une évaluation du décret, enfin de cet article qui est prévu à la fin de l'année 2022. Et donc peut-être qu'il y aura une évolution du périmètre, notamment des familles d'achat qui sont concernées, peut-être des acheteurs aussi qui sont concernés, mais pour l'instant, ça se limite à ces donneurs d'ordre-là, effectivement. D'accord. Rien Très ne bien. vous empêche après de Oui, oui, non, bien tendre sûr. vers, voilà, vers ces objectifs-là, sachant qu'a priori, à un jour, je pense Oui, que c'est à moyen terme. applicable à tous, j'imagine, mais effectivement, pour l'instant, c'est limité à ces acheteurs-là. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Et bien, s'il y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, l'idée, voilà, de cette dernière partie, donc, on finira, plus tôt que l'horaire prévu. Je pense qu'on avait prévu très, très large pour pas être, pressé par le temps. Mais là, voilà, l'idée, c'est de un peu savoir, quand on est, du coup, face à notre, marché, bah, comment choisir, dans quel marché on met
une dimension sociale et quelle dimension sociale choisir quand on peut en mettre une. Et donc voilà, il y a vraiment des outils en fait qui existent. Donc il y a, et on l'a déjà dit, mais les facilitateurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là. Et par exemple, dans la démarche d'étude des programmations, puisque c'est souvent, hein, on le répétera jamais assez, mais cette définition en fait de la dimension sociale, et c'est vrai aussi pour la dimension environnementale, elle se fait forcément et nécessairement très en amont en fait du lancement des marchés, du travail sur la stratégie achat. Il faut réfléchir vraiment en amont parce que on le sait, il y a parfois, quand c'est nouveau, la nécessité de convaincre, d'embarquer notre service prescripteur, d'expliquer, voilà, il y a beaucoup de parties prenantes. Il y a parfois des arbitrages qui doivent être faits et du coup, plus on s'y prend tôt, en fait, plus on a de chances, de réussir dans cette démarche-là. Et l'étude de la programmation achat, même si, voilà, les lignes ne sont pas complètes, si, il y a pas on n'a pas tous les montants sur tous les marchés, voilà, s'il y a des indicateurs clés qui manquent, ça nous donne quand même vraiment une piste et ça permet, une première acclimatation, une première explication, notamment aux services prescripteurs, voilà, pour leur dire, là, on peut faire ça, là, ce serait intéressant et ça, le facilitateur peut vraiment vous aider dans cette identification-là, ce travail sur vos programmations achats, hem et sachant que ce qu'il est aussi possible de faire, et c'est pour ça que c'est bien de le prendre très en amont du marché, mais c'est d'adapter son achat justement pour mieux coller, aux leviers. Je pense notamment à la réservation de marché. On s'adresse, à des opérateurs économiques, voilà, qui sont sur ce champ, de l'achat public, mais qui ont une mission, d'insertion ou de maintien dans l'emploi de personnes porteuses de handicap et du coup, on peut en tant qu'acheteur public, un peu s'adapter à leur manière de travailler, et voilà et tout ça, ça se pense forcément, bien en amont. Moi j'ai vu des exemples de cahiers des charges, voilà, où il y avait eu un effort, de rationalisation de l'achat, de questionnement sur certaines composantes, justement pour adapter, l'achat, à ces structures. Donc c'est pas toujours nécessaire, mais quand ça l'est, il faut forcément avoir du temps, pour le préparer et donc c'est vraiment ça qui nous permet de choisir, en fait, qui permet de choisir si on met une dimension sociale ou pas et laquelle on met. C'est les caractéristiques, du marché, hem donc Erika l'a dit, pour la clause d'insertion, par exemple, il faut un montant, et une durée, suffisante, pour que l'action d'insertion ait un réel, ait un réel impact, un réel bénéfice pour les personnes en insertion. Sinon, c'est vraiment ce qu'on appelle du saupoudrage d'heures, et ça ne ramène, personne concrètement vers l'emploi. Donc on dit, voilà, pour un marché, d'insertion, un marché avec une clause d'insertion, il faut, on l'a dit, il y a des segments achats qui peuvent être exclus et c'est notamment le cas des marchés de fourniture parce qu'il y a pas suffisamment de main-d'œuvre, hein, dans la fourniture et que la clause d'insertion porte sur cette main-d'œuvre. Hem, le montant, la durée, l'objet des marchés, et ses spécificités techniques, donc ça, je pense notamment à la réservation. Est-ce qu'on peut réserver ou pas? Et un élément vraiment clé, mais ça à force, vous l'avez bien en tête, mais c'est vraiment le sourcing en fait. C'est le sourcing qui nous permet de savoir, si on peut réserver ou pas, si une clause d'insertion, est envisageable ou pas aussi. C'est vraiment des choses qu'on peut demander aux opérateurs économiques en sourcing. Est-ce que vous avez l'habitude, d'exécuter des clauses d'insertion? Mais il y en a beaucoup dans beaucoup de secteurs d'activité qui vous diront: «Oui, c'est notre quotidien, on a vraiment l'habitude». Donc c'est pas en fonction de ça qu'on en met ou qu'on n'en met pas, mais ça nous oriente quand même vers le taux d'effort qu'on peut demander. Et ça, c'est important. De la même manière, un critère, enfin voilà, tout peut être demandé en sourcing, le benchmark aussi bien évidemment, hem, qui peut être utile, hein. C'est voir ce que les autres font et pour ça, c'est vrai que vous pouvez facilement vous adresser au réseau, des achats responsables de vos territoires. Donc c'est Maximilien pour la région, Île-de-France.
puisque voilà, on porte le réseau francilien des achats responsables et donc notre rôle, c'est un peu effectivement de faire, cette veille et de pouvoir vous relayer des consultations qu'on identifie, chez d'autres acheteurs publics. Mais vraiment, le benchmark, c'est un élément qui est important. Donc voilà, l'appui, j'en parlais aussi, mais des réseaux, insertion, handicap et ESS et ils vous aident beaucoup notamment dans ce sourcing, puisque c'est vraiment, voilà, c'est vraiment eux qui ont une connaissance fine en fait, des structures et qui vous permettent, bah, de vous approprier ce milieu fournisseur qui est un peu parfois un peu loin de l'achat public, des acheteurs. Et donc notamment, c'est fondamental avant la réservation d'un marché de s'adresser à ces réseaux-là et de s'assurer en fait que la réservation est possible et qu'il y aura pas d'infructueux, parce que voilà, on s'assure qu'il y a des structures qui peuvent répondre et on s'assure qu'elles sont en capacité, qu'elles ont envie, qu'elles seront disponibles, au moment, de la consultation et qu'elles seront, voilà, que leur, plan de charge leur permettra de répondre au marché et de l'exécuter. Donc c'est toutes ces choses-là que peuvent vous aider à faire et à savoir les réseaux insertion handicap ESS et de la même manière, c'est aussi les réseaux et le sourcing qui vous aident à savoir, bah, pour qui je réserve. On a dit qu'il y avait plusieurs possibilités de réservation d'un marché, hein, c'est ce que Erika, a présenté. Donc on peut réserver, soit au secteur du handicap, simplement, au secteur de l'insertion simplement ou aux 2 et c'est de la même manière, c'est le sourcing en fait qui va nous orienter, vers l'un, vers l'autre ou vers le marché réservé, aux structures de l'ESS, même si comme on l'a dit, il y a plus de restrictions. Mais voilà, c'est encore une fois le sourcing qui va nous dire: «Bah, j'ai suffisamment, d'entreprises, d'opérateurs économiques pour réserver au monde du handicap. Ça correspond en plus à la ligne de ma collectivité ou de ma hiérarchie. Du coup, je réserve uniquement au secteur du handicap, uniquement au secteur de l'insertion» ou: «Ah tiens, je sens que c'est peut-être plus compliqué, je réserve aux 2. Ou de la même manière, je sens qu'il y a des possibilités de groupement qui sont intéressants entre le monde de l'insertion, le monde du handicap et du coup, je réserve, aux 2. Et c'est voilà, c'est vraiment ce sourcing-là qui va vous permettre d'affiner en fait et de savoir. Avec bien sûr l'appui des facilitateurs, mais qui sont eux aussi en lien avec les réseaux insertion handicap ESS de leur territoire. Et donc c'est voilà, toute cette dynamique, tout cet écosystème-là qu'il est important de consulter et notamment dans le sourcing et donc au niveau francilien, c'est le rôle de la Max que de mettre en lien les acheteurs publics avec les réseaux et avec les facilitateurs de vos territoires. Donc n'hésitez pas à nous contacter, donc on vous a mis l'adresse mail et puis ce qu'on vous conseille, c'est également d'aller, sur le site du marché de l'inclusion. Hem, donc c'est un dispositif qui est porté par l'État, hein, qui est par Betagouv et voilà, sur lequel vous pouvez trouver, toutes les informations sur, ce qu'ils appellent, les entreprises inclusives et donc vous avez les structures de l'insertion, du handicap, qui sont répertoriées, qui ont des fiches et donc c'est aussi un outil qui est très intéressant pour votre, sourcing. Donc on vous conseille, d'aller voir et il y a voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités et l'idée, c'est d'accompagner les acheteurs également, vers l'atteinte des objectifs, sociaux et pour, voilà, lier avec la présentation du début, le marché de l'inclusion, c'est un des dispositifs qui est mis à la disposition des acheteurs pour, les aider dans le cadre du PNAD. Donc le marché de l'inclusion, voilà, c'est un dispositif de l'État qui est identifié dans le PNAD, pour aider à sourcer des structures inclusives. Et donc pour trouver, voilà, les facilitateurs de vos territoires, je vois qu'il y a une question là-dessus. Alors il y a Alliance Ville Emploi qui est un réseau national, dans lequel il y a, voilà, un annuaire et je pense que c'est là que vous pouvez, le plus facilement trouver le facilitateur, de votre territoire. Erika, je ne sais pas si tu as une autre, Non, c'est source vraiment Alliance Ville Emploi, je ne sais pas sur quel territoire est madame Féburier qui pose la question, mais effectivement, si vous êtes sur l'Île-de-France, on peut, on peut vous accompagner. Après, si vous êtes en province, ouais, c'est Alliance Ville Emploi, hein, c'est qui a ça. l'annuaire.
Ouais, c'est ça et vous sur Ah leur ouais. site internet, ils ont effectivement, un annuaire et donc vous trouverez facilement, et on en reparlera demain, mais voilà, les facilitateurs peuvent être portés par plusieurs structures. Ça peut être des plis, comme le disait Erika, des maisons de l'emploi, mais aussi des collectivités. Donc voilà, c'est assez divers et effectivement pour les identifier, vous pouvez vous faire aider. Peut-être Erika, si tu arrives à mettre le lien, Ouais, OK. dans le chat, hem et du coup, je reprends donc sur le sourcing. Donc on vous a mis les articles, du code, hein, mais voilà, l'idée c'est de rappeler ici que c'est, un outil, qui est très, très, très utile, qui est nécessaire à mon sens quand on veut mettre une disposition sociale et surtout qui figure dans le code de la commande publique, donc qui est à utiliser, bien sûr en faisant attention, en respectant notamment les 3 principes dont on a parlé en début d'atelier. Mais voilà, un sourcing quand c'est bien fait, il y a aucun risque et voilà, tant qu'on garde en fait une traçabilité, des échanges qu'on a pu avoir, bah, il y a pas de risque et au contraire, le seul risque en fait, c'est d'avoir un achat, qui soit cohérent avec le milieu fournisseur, auquel vous vous adressez. Hem et voilà, de faire un peu plus se rencontrer, l'offre et la demande et parfois, en tant qu'acheteur, de devoir d'adapter, notre demande à l'offre pour que ce soit, bah, davantage cohérent pour les opérateurs économiques qu'on vise, et de rendre une consultation, eh bien, plus attractive, et c'est également, la dimension, sociale et environnementale, voilà, qui peuvent être questionnées, en sourcing et donc les limites, hein, bien sûr, du sourcing, c'est qu'il faut pas, bah, fausser la concurrence, méconnaître les principes donc qu'on a vus, hein, égalité de traitement, liberté d'accès, transparence des procédures. Mais ça, on commence à avoir l'habitude et voilà, pas créer d'avantage, concurrentiel à un opérateur qui aurait été sourcé par rapport à un qui ne l'aurait pas été. Donc on vous a mis, voilà, les articles du code pour rappel et voilà, je vois qu'Erika vient de mettre, le lien du Mmh. coup pour Alliance Ville Emploi et pour l'inclusion, super. Ouais, parce que maintenant les facilitateurs, peuvent publier leurs offres d'emploi dans la partie emploi de l'inclusion. En fait, vous avez la plateforme de l'inclusion et tout à l'heure on vous a parlé. Alors il y a les marchés de l'inclusion, vous pouvez trouver, bah, les voilà, les structures d'insertion par l'activité économique, les structures du handicap et quand vous allez sur l'emploi de l'inclusion, là vous pouvez, accéder, à ce qu'on appelle aux employeurs solidaires et maintenant les facilitateurs, peuvent s'inscrire également sur l'emploi de l'inclusion. Donc vous pouvez retrouver des facilitateurs par rapport à la zone géographique sur la plateforme. Donc ça peut être Super. aussi intéressant. Super, merci Erika. Effectivement, dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir, voilà, la plateforme de l'inclusion parce que vous avez vraiment des des Renseigner, des éléments, super intéressants et très utiles. Oui, alors je vois qu'il y a une main qui se lève. Oui, Sabrina de Quilbec? Oui, c'est moi, Sabrina de Quilbec, donc du département du Val-de-Marne. J'ai une petite question. Donc, vous indiquiez à l'instant que les acheteurs peuvent, donc saisir leurs, besoins, par exemple et leurs, publications sur le site inclusionbeta.gouv. Ma question, ça va être, bah, on utilise, Maximilien, hein, comme plateforme de dématérialisation des marchés publics, et je me demandais quelle était l'interaction entre la plateforme Maximilien et la plateforme inclusionbeta.gouv si jamais on a des consultations, avec une procédure, de marché réservé. Alors effectivement, on travaille avec eux, mais plus, voilà, sur la partie, répertorier les structures, c'est des travaux qu'on suit. Un des axes de travail aussi qu'on a avec, le marché de l'inclusion, c'est de faire apparaître les marchés closés, ou donc closés au sens large, hein, avec une Mmh. dimension sociale, sur cette plateforme-là, donc les marchés Maximilien pour qu'ils puissent être plus facilement identifiés par les structures et donc voilà, dans l'idée d'augmenter un peu la concurrence et
de faire venir, davantage d'opérateurs économiques sur les marchés et en revanche, on n'a pas de briques, pour effectivement travailler, sur un besoin, sur le marché de l'inclusion et ensuite, ramener la procédure, sur notre plateforme. Ça existe, pas et en plus on a Noukema, nous, l'outil du coup de De sourcing, sourcing, ouais. voilà et du coup, l'idée effectivement, c'est de travailler à des ponts entre ces 2 outils-là, mais c'est vrai que c'est pas encore, opérationnel et pas encore vraiment d'actualité, mais effectivement, on a bien en tête que ce serait logique, de pouvoir bénéficier des apports de la plateforme de l'inclusion. C'était ça, j'imagine, le Oui et puis inversement, le lien aussi, par exemple, on peut saisir, notre marché dans Maximilien puisqu'on est utilisateur de Maximilien et est-ce que, il y a un lien qui envoie, les marchés, soit avec des clauses sociales, soit les marchés réservés, vers cette plateforme inclusion pour avoir une meilleure visibilité, en fait, auprès des opérateurs économiques qui pourraient être intéressés? Voilà, donc effectivement, c'est cette, brique-là qui est en cours, D'accord, puisque le marché de l'inclusion, là, il diffuse déjà les marchés qui ont une dimension sociale, qui figurent sur le BOAMP. Donc ils ont d'accord. déjà, fait ce travail-là et l'idée, c'est effectivement de le faire aussi avec nous, pour qu'apparaissent, les marchés, closés de nos membres et effectivement, voilà, qu'il y ait plus de structures, du marché de l'inclusion qui puissent soumissionner, au marché des adhérents Maximilien. Donc ça, tout à fait, ça, c'est en cours et c'est plus, voilà, sur la partie amont où là, c'est plus D'accord, compliqué de OK. lier les outils, mais effectivement, sur cette partie-là, c'est programmé. OK, ça marche, super. Merci Mmh. beaucoup, Louise. De rien. Alors s'il y a pas d'autres questions, je continue. Voilà donc, de manière, assez pratique, le sourcing, ça vous aide vraiment sur le choix, du levier. Est-ce qu'on réserve? Est-ce qu'on met plutôt une clause? Est-ce qu'on met plutôt un critère? Et ça va dépendre, de beaucoup de choses, mais notamment, c'est ce qui est un peu ce qu'Erika disait, mais du montant du marché. Et on voit par exemple que pour réserver un marché, il faut d'abord un peu faire, cette étape de sourcing pour voir, la dimension en fait que peuvent absorber, les opérateurs économiques, qu'on vise. Voilà, est-ce que les structures de l'insertion qui sont potentiellement en mesure de répondre à mon marché, elles peuvent répondre à un marché de, 200 000, 300 000 € ou pas et à ce moment-là, on a loti, on réserve qu'une seule partie ou on en réserve plusieurs, on réserve une partie, on réserve plusieurs lots, simplement à l'insertion, plusieurs lots au handicap, on mélange tout. Donc c'est vraiment ça que nous aide à définir, le sourcing. Hem voilà, sur le périmètre également, c'est ce que je disais, hein, est-ce qu'on a l'outil, quel taux d'effort, de la clause, d'insertion, voilà, c'est ce sourcing-là, qui nous aide aussi à choisir, quelle dimension sociale et comment on la construit. Et bien sûr, voilà, le sourcing qui nous aide à sécuriser, l'achat, la stratégie achat et se prémunir, contre l'infructueux, donc notamment dans le cas de la réservation de marché, mais se prémunir aussi de problèmes en exécution. Voilà et donc c'est toute cette stratégie, en fait, qui doit être pensée le plus tôt possible et c'est pour ça qu'on préconise vraiment, de l'envisager, lors de l'étude des programmations. Et avec, hein, moi je trouve que c'est une bonne chose avec les services prescripteurs, les services opérationnels pour avoir cette action un peu de pédagogie et essayer d'embarquer tout le monde, dans la dynamique, voilà et la dernière info, moi, sur laquelle je voulais, attirer votre attention, c'est que certes, là, on parle donc on est dans le cadre d'un atelier, un achat socialement responsable, donc on met l'accent sur, le côté, social, la dimension sociale, mais il est vraiment important, je pense, de prendre en compte le développement durable dans son ensemble.
Et voilà, de prendre aussi en compte, les considérations économiques, environnementales qu'on fait par ailleurs peser, dans une consultation qu'on met et avoir une vision globale, du développement durable. Voilà et en fait, peut-être, parfois devoir juguler un peu l'effort et se dire: «Bah, je mets un gros effort sur la dimension sociale et je vais être peut-être un peu moins, demander un effort un peu moins important sur la partie environnementale pour pas mettre en difficulté, en fait, les opérateurs économiques, soit, restreindre trop fortement, en fait, l'accès au marché et risquer l'infructueux ou risquer des offres qui soient très, 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 très chères, soit rendre l'exécution, complexe, ou difficile ou créer des problèmes. Voilà, c'est vraiment du coup, ça doit être, regardé un peu dans son ensemble et c'est en plus ce qu'on a vu précédemment et on le voit, au quotidien, c'est qu'il y a des liens qui sont faits, des liens forts qui sont faits et qu'on peut pas penser, en fait, le développement durable et l'achat responsable en silo. Ça se pense nécessairement, en lien et par exemple, comme on en parlait sur, les structures de l'ESS qui sont sur des champs, économie circulaire, achat environnemental. Il y a beaucoup de liens comme ça. Donc voilà, toujours à mon sens, penser sourcing et penser développement durable, dans son ensemble, pour voilà, pour, mettre des spécifications techniques qui emmènent en fait les opérateurs économiques, vers quelque chose de plus responsable, mais sans pour autant les mettre, en difficulté puisque c'est pas non plus l'idée de ces dispositifs. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire et comme je vous le disais, on vous a mis en annexe du coup la présentation qui est faite, hein, par le ministère de la Transition écologique sur le PNAD, donc je vous laisserai, la consulter. Hem et puis bien sûr, on vous envoie donc le support et puis l'enregistrement de cet atelier, rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres, questions ou remarques, sur ces leviers? Non, eh beh, écoutez, si tout est clair, c'est parfait. On vous a mis dans tous les cas nos contacts, à la fin, de la présentation. Voilà, donc vous avez je vous laisserai les passer en revue, mais les différentes slides, PNAD et ensuite à la fin, nos contacts. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, donc pour le coup, pour les acheteurs publics franciliens, hein, puisqu'on est vraiment nous sur ce périmètre. Mais si vous avez besoin qu'on vous mette en relation avec les réseaux, les facilitateurs de vos territoires, on est là pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et merci à toutes et tous, pour, votre attention et votre présence avec nous aujourd'hui. Au revoir à tous, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.